ressenti qui est exprimé depuis de longue date enfin, qui s'accentue au fur et à mesure des années. Ça représente bien le décalage entre la politique qui a été faite depuis maintenant plus de 40 ans sur ce tournant vers l'international qui a permis la désindustrialisation de la France, qui aujourd'hui laisse toute une partie de la population un peu sur le carreau et qui ne trouve pas dans ce que fait la France pour eux et pour l'international de moyens de voir des perspectives, un moyen de contrôler son propre destin. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des sociétés occidentales. C'est ce qui a amené à l'émergence de Donald Trump et de Boris Johnson, par exemple, au Royaume-Uni. Gaspard Ganzer, vous me dites que c'est le traditionnel, bien connu pessimisme des Français ou ils sont tout simplement réalistes? Non, il y a quand même une tradition en France du pessimisme national. Qui estiment pouvoir participer à un mouvement de protestation. C'est la rentrée de tous les dangers, mais aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place qui font que ça sera très difficile de transformer ces 85% en théorie dans un sondage en un véritable mouvement dans la rue. Le fait que Emmanuel Macron n'ait qu'une majorité relative au Parlement, le fait qu'il se réfère constamment à des instances participatives, plus ou moins, pour mener ces grands dossiers, l'idée d'avoir un grand débat sur l'insécurité, ça, sans répondre nécessairement aux préoccupations des Français, ça a réussi quand même à diffuser ou en tout cas à atténuer la pression et la capacité de mobilisation. Et c'est peut-être là où ça va être le plus difficile aussi à vivre pour un certain nombre de personnes, c'est de voir que malgré le vote, qui a déjà été une façon d'exprimer cette protestation, et malgré minoritaire les tentatives... quand même, hein. Certes. C'est le pouvoir en place est quand même légitimé, mais légitimé par une faible minorité de Français. De cette majorité qui est une majorité relative. Malgré le fait que les Français aient quand même mis des oppositions multiples, mais des oppositions relativement fortes au sein du Parlement, aujourd'hui, ce n'est pas garanti qu'ils arrivent à obtenir des vrais gains en termes de politique publique. Et par contre, il faudra aussi faire attention, comme vous le disiez, Gaspard, au type de réformes qui seront portées par le gouvernement, parce que de là peut venir l'étincelle qui fera en effet se soulever des mouvements beaucoup plus... Jean Messia. Oui, il y a en fait les Français, je pense que La question de savoir aussi... est-ce qu'on a la maîtrise du destin? Alors que les Français ne sentent pas maître de leur destin individuellement, ça pose déjà un problème, mais je pense qu'ils ont l'impression également que les politiques n'ont pas non plus la main ou n'arrivent pas à reprendre la main sur ce qui se passe en France. Et ça, c'est particulièrement... c'est là où il y a aussi une volonté de tirer la sonnette d'alarme, que ce soit sur la question des services publics, mais de manière générale. La faillite totale de l'État est particulièrement préoccupante. Et là, on l'a vu, les différentes faillites s'accumuler. Du Covid avec la question sanitaire, l'éducation avec le manque de profs, cet été avec les incendies et la sécurité, qui est de toute façon un sujet qui court à travers... Le manque de flics, le manque de militaires... Enfin, sur lequel... Le manque de tout, hein. Ouais. Le manque de tout, mais sur lequel vient en plus s'ajouter un contexte international où là, la responsabilité de l'État est plus floue. Le risque potentiellement, c'est que les Français soient plus préoccupés par simplement leur question de survie que d'être vraiment impliqués pour justement exprimer cette préoccupation vis-à-vis de la faiblesse de l'État. Et qu'on préfère finalement savoir comment on va survivre jusqu'à la fin du mois, comment on va amener ses enfants à l'école, comment on va réussir à payer son chauffage, plutôt que de se dire, bon, je vais dans la rue pour manifester contre l'État. 66% des sondés, regardez, autre planche, estiment que leur niveau de vie est satisfaisant. Quand même, dans les années 80, la France était à peu près au même niveau de PIB que les États-Unis, et c'est aussi ça qui se retranscrit. Par habitant, vous voulez dire? Par habitant, oui, bien sûr. Oui. Et c'est ça qui se retranscrit, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont au double en termes de PIB par habitant par rapport à la France. Donc il y a vraiment ce sentiment de déclassement. Après, est-ce que c'est à l'État d'aller imposer justement cette hausse des salaires? Ça paraît complètement décalé par rapport au cycle économique actuel. C'est revenir dans une forme d'interventionnisme qui risque au contraire de nous pénaliser vis-à-vis de nos concurrents et de la concurrence internationale. Au contraire, mettons plutôt des investissements sur l'économie, sur la capacité à produire, sur la capacité à innover, parce que c'est là où on pourra ensuite avoir un enrichissement qui passera par de la production et qui ne sera pas un enrichissement fictif financé par les caisses de l'État sur de la dette.
Parce que là-dessus, sur ces thèmes, sur ces thématiques, vous avez le sentiment que la France peut mieux faire ? La France peut mieux faire. La France est totalement en retard aujourd'hui en termes d'industrie. Enfin, en retard. On s'est surtout mis en retard depuis... Elle se classe 5e d'après l'Office européen des brevets côté innovation. Oui, sur le nombre de brevets. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement lourd pour des entreprises de pouvoir mener le processus d'innovation. En général, elle est c'est pas forcément évident pour des petites entreprises d'avoir les financements, d'avoir le cadre juridique qui soit favorable aussi à ce qu'elles aillent investir dans ces domaines. Et donc, on a besoin d'un cadre qui soit dans le cadre juridique, j'en parle souvent parce que c'est essentiel. Le cadre juridique doit inspirer la confiance, doit inspirer la confiance aux entreprises et aux investisseurs pour que ceux-ci aient envie de croire en l'avenir. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui en France, de croire en l'avenir. Petite touche positive pour terminer ce sujet. Je suis d'accord avec vous. Bon, déjà parce que le président de la République a quand même fait peut-être un petit défaut de centralisation de la politique étrangère depuis le début de son premier mandat, mais parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel d'autant plus, il y a une nécessité au contraire de pouvoir renouveler la façon dont la France pense ses relations avec les pays partenaires, notamment parce que les Français en sont conscients. La politique étrangère les impacte directement. La guerre en Ukraine a impacté l'accès au gaz russe. La question des tensions dans l'océan Pacifique autour de Taïwan et avec la Chine peut impacter potentiellement la France avec des évolutions de la relation avec la Chine, la relation avec les États-Unis. Et tous ces éléments-là, au contraire, ils sont directement importants pour la vie des Français. Et donc, au contraire, c'est très bien qu'ils s'en préoccupent. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit uniquement ça. Mais c'est important qu'ils les repensent parce qu'aujourd'hui, la place de la France est extrêmement menacée, dans le sens où aujourd'hui, on est un peu partagé entre ceux penchés dans un pro-atlantisme un peu exacerbé et se ranger directement derrière les Américains. Ce qu'on avait un peu oublié au moment de Trump, on avait réalisé que les Américains n'étaient pas forcément nos meilleurs amis, mais aujourd'hui les Américains ne sont toujours pas nos meilleurs amis. Les Russes sont là et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir aussi nous taper dessus quand ils le peuvent. La Chine n'a pas notre meilleur intérêt à cœur et si elle le peut, serait en mesure tout à fait de faire de l'Europe une forme de cour arrière dans laquelle elle pourrait jouer tout à fait ses jeux d'influence et utiliser les questions économiques à son profit. Donc oui, on a besoin de pouvoir se défendre et de porter une voix française au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est notre moyen de peser là-dessus. Et avec l'Allemagne, aujourd'hui, qui n'a, elle, là non plus, pas toujours des intérêts à cœur, on a réellement besoin de porter... 3 jours de visite du président Macron en Algérie, est-ce un tournant, oui ou non? On en parle dans un instant avec mes invités. À tout de suite. Je pense que le voyage, il a vraiment une portée, surtout sur la politique intérieure, parce que mine de rien, on a quand même plusieurs millions de personnes en France qui sont algériennes ou d'origine algérienne, et que cette relation, elle n'est pas soldée, elle n'a pas trouvé encore son équilibre. Elle n'a pas trouvé son équilibre, mais je pense, comme vous, Monsieur Messia, que c'est pas la question des excuses en tant que telles, parce que les excuses, c'est bien de les donner, mais il faut que la personne en face ait envie de les recevoir. Et en l'occurrence, la question n'est absolument pas réglée sur ce plan. On est loin d'être dans une situation où, une fois qu'on aura donné des excuses, est-ce qu'on va nous en demander encore, jusqu'où aller dans l'excuse et dans l'aplatissement, comme vous avez pu dire. Par contre, il y a quelque chose à faire sur le plan de notre relation qui existe déjà avec l'Algérie. On a une relation qui, comparée à d'autres pays, n'est pas normale. La France n'a pas de relation bilatérale classique avec l'Algérie, c'est ce qu'a dit le président Macron encore cet après-midi. Voilà. C'est marqué par les accords d'Évian. C'est marqué par les accords d'Évian qui d'ailleurs... Qu'il faut revoir absolument, parce qu'ils accordent une place particulière, notamment dans des facilités en termes migratoires pour l'Algérie. Donc en même temps, on donne et on continue à donner sans savoir réellement dans quelle direction et avec quel cap, quelle relation veut-on vraiment. Si on remet les choses à plat déjà sur le plan des accords d'Évian, ensuite on pourra y voir plus clair sur effectivement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pays sur le long terme. Emmanuel Macron évoque l'histoire d'amour, on le disait, entre l'Algérie. Bien à bout comment, Marion Parizet? Par déjà une réinstauration de l'autorité au sein de l'école. Mais ce qu'il nous dit avec cet exemple-là, c'est bien ce phénomène qui a grandi, la place qu'a pris l'islam aujourd'hui dans certaines communautés. Il ne faut pas mettre toutes les écoles sur le même plan. Malheureusement, c'est bien ça le problème aussi, c'est que ça crée un système à plusieurs vitesses où on a des lycées où il n'y aura absolument pas cette difficulté-là, puis des lycées où ça sera impossible de faire reprendre
conscience, reprendre connaissance du concept de laïcité aujourd'hui qui est complètement abandonné ou en tout cas incompris par toute une partie des jeunes. Quand on voit qu'il y a 65% des lycéens qui considèrent que les lois de l'islam doivent être au-dessus de celles de la République et 75% en dessous pour ceux qui ont moins de 25 ans, on voit qu'il y a vraiment une rupture qui est faite. Et si on ne reprend pas ça à la base, c'est impossible. On a besoin d'une mixité. Aujourd'hui, ça passe aussi par une certaine... Par quelque chose qui est de casser les systèmes dans lesquels sont aujourd'hui ces élèves. Parce qu'il y a la question des familles, mais il y a la question des ghettos sociaux au final dans lesquels ils sont inscrits. Si on ne touche pas à ça, on peut faire ce qu'on veut aussi en termes de sanctions et de répression, ce qui peut être important, plus dans le domaine de la délinquance que dans le domaine de la pensée, puisque c'est bien plus compliqué. Mais si on ne touche pas à ces ghettos, si on ne réinstaure pas une façon de vivre ensemble dès l'école primaire, ça sera très compliqué de regagner cette connaissance mutuelle et cette capacité à vivre ensemble et de réapprendre à chacun la tolérance. Une fois, j'ai envisagé, dit-il, l'étude de l'amant de Marguerite Duras, mais une longue... On parle des jeunes de moins de 25 ans, c'est pas les jeunes immigrés, c'est les jeunes qui sont issus de l'immigration. Donc on parle déjà pas de ces phénomènes d'immigration. Ils restent immigrés. Hein. Au sens de l'INSEE, ils restent immigrés, madame. Oui, ils restent immigrés, mais ils sont surtout d'une deuxième génération. C'est pas ceux qui arrivent aujourd'hui. Bon, il y en a qui posent problème, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas ceux-là. Non, là où c'est important, c'est que ça renvoie en fait à un symptôme qui est la perte de sens, surtout. C'est que ces jeunes, ils n'avaient pas forcément ce réflexe automatique d'aller se porter vers l'islam. C'est qu'ils sont portés vers l'islam parce qu'il y a une perte de sens, mais qui est globale dans la société. Justement, mais pourquoi les autres ne n'y vont pas alors ? Parce qu'ils ne se réfugient pas forcément dans les mêmes formes de sens. Et dans une communauté qui reste fermée sur elle-même et qui est en autarcie, là, finalement, le seul repère, ça va être le fait religieux. Et ça va être le fait religieux qui a entraîné aussi des jeunes à partir à des... Gaspard Ganzer, cette forme d'autocensure, elle est amplifiée de la méthode Coué, Bruno Le Maire ? Un adepte de la méthode Coué, comme beaucoup de politiques, il a envie de rassurer. Et c'est nécessaire, surtout quand on est ministre de l'économie, puisque l'économie joue beaucoup, enfin la confiance en tout cas, joue beaucoup dans l'économie. Et la confiance, c'était bien la dimension psychologique, un des évidemment. sujets aussi pour le nucléaire, puisque aujourd'hui, il y a les questions d'entretien, mais pourquoi aussi on a peut-être manqué d'investissement sur le nucléaire de manière générale, parce qu'on a annoncé qu'on voulait le fermer. Et en annonçant... Le réduire, oui, mais réduire... C'est pas exactement la même chose. Réduire le nucléaire, c'est déjà envoyer le signal que ça risque d'être un secteur qui ne sera pas rentable pour les investisseurs privés. Donc, de facto, on n'appelle pas à l'investissement. Alors là, on a un rattrapage un petit peu avec la nationalisation qui, finalement, veut venir refaire de l'énergie un secteur stratégique. Et ça, c'est louable en soi, vu la situation dans laquelle on se trouve. La question, c'est est-ce que l'État sera en mesure de faire les investissements nécessaires pour pouvoir rénover et pouvoir avoir des capacités de production d'électricité et pas simplement agir sur la réduction des dépenses énergétiques des foyers et qu'on soit vraiment capable d'assurer une production et d'être autonome sur ce diplôme. Bruno Le Maire, est-ce qu'il vous a rassuré ou pas, Jean-Michel ? C'est dans le même ordre d'idée qu'on a eu les Gilets jaunes, finalement. Ça peut être un mouvement similaire de trop-plein, finalement, des Français qui en ont assez, arrivé à l'hiver, de casquer pour tout, pour l'alimentation, pour la rentrée scolaire, pour l'énergie. C'est pas impossible, mais après, est-ce que c'est vraiment la mentalité dans laquelle le seront les Français tant qu'il y a le bouclier, et je pense qu'il sera probablement prolongé si l'état des prix... Mais le bouclier, il est sur les individus privés, et il me semble qu'il ne concerne pas nécessairement les acteurs de l'entreprise, par exemple, et là, ça peut être problématique aussi. On en saura un petit peu plus lundi, effectivement. Si on a une augmentation des coûts pour les entreprises, on aura une augmentation des prix aussi qui seront répercutés sur les prix et sur la consommation. Et là, ça sera... Le problème, en fait, c'est que le gouvernement se réjouit de l'argent qui n'existe pas. Ils ont épargné de l'argent qui avait été créé artificiellement par la Banque centrale européenne. Ils ont surtout épargné de l'argent parce que avec les différents confinements, etc.,
comme tout avait été fermé et que l'activité a tourné au ralenti. Mais il y avait de l'argent qui continuait. La monnaie artificiellement. Je suis d'accord avec vous, et c'est d'autant plus problématique que la BCE n'a arrêté ce programme de rachat de liquidité qu'il y a un mois, là où les États-Unis l'ont arrêté il y a un an. Donc effectivement, on a très peu augmenté les taux d'intérêt. Ça crée des. C'est là où ce que dit M. Bompard est intéressant. Il dit, la fin de son intervention, c'est de dire ce qui est important, c'est de relancer l'économie réelle, parce que les pays qui s'en sont sortis de la crise du Covid, ce sont ceux qui avaient gardé une économie réelle, une industrie et des moyens de production. Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème, c'est qu'il attire l'attention, mais c'était pas l'objet, je pense, de son intervention de manière générale. Donc il n'a pas développé sur ce point, mais c'est là où il y a eu besoin d'une réindustrialisation pour être capable de peser. Vous avez parfaitement raison, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, indépendamment des effets... De l'effet qu'aurait eu la prise totale de l'Ukraine et la chute d'un pays qui aujourd'hui est un pays qui s'est porté vers les valeurs de l'Union européenne, alors que justement, plus beaucoup n'y croient dans le monde. Aujourd'hui, c'est aussi ça. Si on accepte ils y croient à cause des transferts d'argent aussi. Hein. Non, mais il y a une véritable... L'homme ne vit pas seulement de pain, enfin, il en vit quand même. De voir Poutine refuse de voir qu'il y a eu un changement d'opinion publique en Ukraine. Il dit qu'il continue à lire, en tout cas dans sa communication, il continue à lire le conflit comme si l'Ukraine était restée russe. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il y a une demande d'Union européenne, il y a une demande de valeur. Et si on abandonne ce pays, en effet, comme vous implicitement... J'ai pas dit ça. Implicitement, c'est ce que vous dites. Non, mais attendez, on ne peut pas aider, madame, on ne peut pas aider un pays ad vitam aeternam. Aider un pays 6 mois face à un... Mais 6 mois, pas de problème, c'est ce que j'ai dit. Jusqu'à l'année prochaine. Mais si vous avez un président Zelensky, le président de l'Ukraine... Dans une guerre, ça n'a aucun sens, 6 mois. Mais vous rigolez, mais le président Zelensky vous dit que la guerre ne s'arrêtera... La guerre ne s'arrêtera que le jour où le dernier Russe quittera le territoire. Attendez, vous vous rendez compte, ça veut dire que ça peut prendre 15 ans. Oui. Vous voulez demander aux Français s'ils sont prêts à supporter ce bazar? Simplement, les questions économiques, il y a vraiment beaucoup d'aspects et beaucoup de leviers à mettre en œuvre sur ce conflit qu'il y a dans la guerre en Ukraine. Mais si on le lâche aujourd'hui, c'est faire le jeu non seulement de la Russie, mais du bloc qu'il est en train de créer, que la Russie est en train de créer avec la Chine. Dans 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de... C'est là où il y a plein de leviers à mettre en œuvre. Ce n'est pas uniquement le volet économique. Le volet économique seul ne peut pas être à même de tuer un État. Et ça, je vous le concède totalement. La rentrée des classes.